L'humanité est-elle prête à vivre avec d'autres intelligences, des robots par exemple? Comment l'espèce humaine et ses proches, les australopithèques d'hier comme les chimpanzés d'aujourd'hui, évoluent-ils aux côtés des nouvelles technologies et comment toutes ces intelligences peuvent-elles cohabiter à l'heure de la multiplication des intelligences artificielles? Pascal Pic apporte son éclairage. Bonsoir Pascal Pic. Bonsoir. Non pas spécialiste des singes comme je le disais juste avant et vous faisiez bien de me corriger. Paléoanthropologue bien entendu. Vous savez on aime beaucoup simplifier parfois. Pourtant on est intelligent les êtres humains, on va en parler. Alors vous publiez le livre L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors pour bien poser les choses, on va comprendre qu'il y a un élément au cœur de tout cela, à la base, c'est le cerveau. Pourquoi, au juste? Parce qu'il évolue différemment en fonction des espèces? Alors, bien cerveau sûr. social, dites-vous d'ailleurs. Cerveau social chez les singes, notamment. Parce que, avant tout, bien sûr, le cerveau sert à faire des tas de choses. Mais avant tout, chez nous, les singes, on en fait partie, mais nous sommes des hommes. Ces interactions avec les autres, qui sont extraordinairement complexes. Et donc, la première corrélation sur nos capacités cognitives, notre capacité à réfléchir, à mettre en place des scénarios, à faire de la politique, à entamer des négociations, tout ça, donc, c'est le cerveau social. Et donc, aujourd'hui, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on entend souvent des personnes qui disent « Ah ouais, l'intelligence artificielle, au singulier, au passage, va surpasser l'homme. » Je vous rassure, c'est déjà le cas dans certains domaines. Mais des domaines très précis. Et puis, on parle de l'intelligence animale. Or, l'intelligence des chimpanzés est beaucoup plus proche de la nôtre que celle des chiens, des dauphins ou des chauves-souris qui ont des parties d'intelligence qu'ils partagent avec nous et d'autres qui sont spécifiques. Donc l'idée de ce livre, c'est de se dire, regardons ce que sont les intelligences humaines et animales, ensuite, regardons ce que sont les intelligences artificielles, pour ensuite voir comparer et établir comment elles peuvent évoluer et ensuite coévoluer avec nous. Donc ce débat est nécessaire parce que si on dit l'intelligence artificielle au singulier comme l'intelligence animale au singulier, on ne va pas avancer beaucoup et surtout s'angoisser pour rien. Et vous distinguez donc trois types d'intelligence? Alors, dans les intelligences artificielles, vous voulez dire ? En général, d'abord. Ah non, il y en a plusieurs, en fait. Nous avons cette intelligence qui nous permet d'échanger avec des anticipations entre vous et moi, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On a des représentations. Alors, c'est pas des images, hein, c'est la manière dont les parties du cerveau interagissent entre elles. Il est vrai que, je le rappelle, pendant longtemps, on a eu des difficultés à bien connaître même l'intelligence humaine, parce que ça partait toujours de cet héritage de la métaphysique, en disant que l'âme, la raison, l'intelligence nous avaient été données par qui? Forcément, un créateur. Sinon, on ne voit pas d'où ça vient. Et à partir de là, c'était compliqué parce que le débat était au départ assez pollué par ce biais. Et à la fin du 19e siècle, Charles Darwin est encore là, on commence à s'intéresser aux intelligences des autres espèces et des singes. Sauf que ce sont essentiellement des anecdotes qui sont importantes, mais il n'y a pas de méthodologie scientifique. Alors, il y a une espèce de ras-le-bol en disant on arrête les frais, hein, ce qu'on appelle vulgairement, pardonnez-moi, les petites histoires du chien-chien ou du chat-chat à sa mémère. C'est pas très gentil pour les mémères. Mais en attendant, tout ça n'était pas très sérieux, si ce n'est intéressant. Alors, on a décidé de faire du behaviorisme. Ça vient du comportement, le terme comportement en anglais, où là, on mettait des animaux, mais toujours les mêmes. Hein. Les singes rhésus, donc les macaques, des pigeons et des rats, et des hommes et des femmes, bien sûr, dans des conditions de laboratoire où là, on envoyait des stimuli, où on imposait des tâches, et là, les individus répondaient, quelle que soit l'espèce. Et on ne regardait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. On s'est dit, on ne veut plus rentrer là-dedans, on appelait ça la boîte noire, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de complications. Alors, ça a duré jusqu'à la fin des années 50-60. Pour vous donner une idée de ce que c'est le behaviorisme, c'est tout ce qui est lié au conditionnement, à l'apprentissage, au renforcement. Alors, les gens de ma génération à l'école, ils ont connu, hein, je peux vous dire. Ouais. Et là, avec notamment le langage et les punitions. Exactement. Alors, les intelligences... Et après, donc, on est rentré dans la boîte, ouais. et là, on est rentré dans les sciences cognitives, et là, maintenant, on sait comment fonctionne le cerveau, d'où l'intérêt de savoir maintenant, est-ce que les machines vont être des machines qui vont répéter des stimuli et y répondre, donc behavioristes, ou est-ce que les machines vont avoir peut-être un jour des émotions de la conscience. Alors, intelligence artificielle, c'est un mot très en vogue. Certains en France, d'ailleurs, parlent d'oxymore. On va y revenir tout à l'heure, parce que ça s'oppose. Pour vous, quelle en est la définition la plus exacte, si l'on peut dire? Alors, si on est chez les anglo-saxons, le terme a été créé en 1956 avec la première conférence sur l'intelligence artificielle. Et là, attendez, les anglo-saxons, on regarde tous la télé, on aime bien les émissions, on aime bien les films d'espionnage. Donc, Central Intelligence Agency, CIA, ou l'intelligence service chez les Anglais. L'intelligence, c'est capter des informations, les analyser et ensuite réagir. Auquel cas, c'est pas un oxymore. Par contre, chez nous, les Français, surtout sur l'Europe continentale, notre tradition philosophique et la métaphysique que j'évoquais à peine fait que l'intelligence, c'est quelque chose qui s'occupe de ce qui est plus abstrait.
dans le raisonnement, dans la capacité d'échafauder des scénarios très complexes. Alors, auquel cas, oui, ça peut être un oxymore. Donc, vous voyez déjà, entre les cultures, on n'aborde pas la chose en même temps. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence du futur qui va lire le monde, qui va nous guider? Pas nous guider, qui va nous faire des propositions. Mais je n'ai pas répondu à votre question, pardonnez-moi, Ouais. cher monsieur Cassi. C'est qu'en gros, l'intelligence, la définition la plus simple, c'est résoudre des problèmes. Donc, le behaviorisme, c'était on vous envoie des informations ou des stimuli et vous répondez. Et là, on mesurait le temps de réponse. Ça, c'est déjà une bonne base. Après ça, il est très clair que nos intelligences, on l'a un peu esquissé avec l'intelligence donc sociale, ça fait des tas de choses. Donc, linguistique, mathématique, logique, naturaliste, celle qui nous permet de contrôler l'environnement, de regarder les informations plus ou moins pertinentes ou pas. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, vous passez le permis de conduire, au départ, vous regardez tout. Et puis au fil du temps, vous regardez que très peu d'informations, si votre cerveau l'a intégré, etc. Là, on est rentré dans les sciences cognitives. Donc il y a différents types d'intelligence, mais qui sont toutes corrélées. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes très bon en bricolage, vous avez des chances d'être bon en philosophie. Ça peut étonner, mais bien sûr, vous n'êtes pas aussi bon dans le bricolage qu'en philosophie, mais il y a des corrélations. Et donc maintenant, c'est comment les machines qui sont capables d'être behavioristes, on envoie des informations, elles répondent, comme les radars sur les routes. Maintenant, est-ce que les machines vont être capables de faire des transferts d'analyse de données qui imitent l'intelligence humaine? C'était le projet du départ. Alors, quels sont aujourd'hui les exemples concrets qui nous entourent d'intelligence artificielle et qui aident l'être humain? Alors, il y en a beaucoup. Lorsque vous êtes sur vos smartphones et que vous envoyez des messages, alors vous avez des amis, des gens de manière récurrente avec lesquels vous interagissez de plus en plus souvent, et vous voyez que petit à petit, si vous êtes connecté à cette application, eh bien, on va vous proposer les mots les plus courants que vous utilisez. Alors ça, c'est des statistiques. Donc, cette intelligence artificielle fait des statistiques beaucoup plus rapidement que nous. En fait, il y a 3 types d'intelligence artificielle, qui d'ailleurs ont été rarement définis dans les livres, à ma connaissance, jusqu'à présent. Il y a celle qui est logico-mathématique, celle que nous apprend à l'école, faire des mathématiques, faire des raisonnements structurés, avec des données maîtrisées et avec des règles bien établies. Par exemple, les lois de la gravitation universelle. Ça, c'est plutôt notre cerveau gauche, en simplifiant un peu. Maintenant, il y a une autre intelligence artificielle, celle qu'on appelle moderne, mais c'est faux en fait, elle a commencé avant, et elle, c'est intéressant, elle n'est pas inspirée de notre langage, ou des règles de mathématiques ou de logique, qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, et qui continue, celle-là. Et celle qui est en train d'éclater aujourd'hui, elle est inspirée de la biologie, notamment des neurones artificiels, des réseaux de neurones, et la manière dont notre cerveau fonctionne. Donc c'est intéressant parce que celle-ci a fait des choses qui nous étonnent aujourd'hui, puisqu'elle est capable d'analyser de très grands nombres de données. Vous aviez tout à l'heure une personne qui évoquait un cas de médecine extrêmement douloureux, vous le savez bien. Eh bien maintenant, cette intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage machine, parce que les algorithmes qui traitent les données peuvent apprendre par eux-mêmes, ils peuvent apprendre avec nous, ce qu'on appelle des robots collaboratifs dans les ateliers, mais également, elles sont capables de trouver des relations entre des données qui étaient, pour l'instant, assez difficiles à établir. Par exemple, entre votre génome, les gènes, c'est compliqué. L'expression des gènes, l'épigénétique, c'est compliqué. Et puis, vous savez que nous sommes tous uniques par notre microbiote, c'est-à-dire tous les micro-organismes. Ça, c'est des données gigantesques. Eh bien, les machines, aujourd'hui, le font le mieux. C'est ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième, qui va aller certainement très vite maintenant, et là, on va commencer à s'angoisser un petit peu, c'est comment les machines, les robots, vont interagir avec nous. Et là, c'est très intéressant de comparer ce que je fais dans le livre, comment ces machines vont être capables ou pas de retrouver le chemin de notre intelligence et notre évolution. Par exemple, pour nous les humains, ou les singes que vous avez évoqués, bien évidemment, eh bien, nous avons une très grande intelligence sociale, on l'a dit, mais aussi nous sommes habitués à nous déplacer dans des environnements en 3 dimensions, dans les arbres. C'est incroyablement compliqué. On a ce gros cerveau, et on a une machinerie qui est le cervelet, absolument démente, pour gérer notre déplacement dans l'espace. Et on pense que la conscience vient de là. Et donc, un des enjeux aujourd'hui de ce qu'on appelle cette fois l'intelligence complète, ça va être comment les robots vont apprendre par essai-erreur, avec ces nouvelles intelligences artificielles, à devenir des individus qui vont se déplacer autour de nous. Ils pensent qu'en 2050, une équipe de foot de robots battra l'équipe de France de football. Qui est championne du monde. C'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, Pascal Pic. Certains disent tout de même, là, vous avez évoqué la médecine, la génétique. Vous dites coexister très bien, mais est-ce que le danger, ce n'est pas justement que le côté humanoïde prenne le pas sur l'humanité ?
Non, alors c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inverse, pardon pour le terme. En gros, ça s'appelle aussi le paradoxe de Moravec, c'est un très grand spécialiste de robotique et d'intelligence artificielle. Les machines nous inquiètent, pourquoi? Parce qu'elles font des choses compliquées plus facilement que nous. Nous battent aux échecs, on sait depuis 20 ans. Au jeu de Go, à Géopardy, qui est question pour un champion. Et donc c'est vrai que les personnes qui sont au jeu de Go, les champions qui sont au jeu d'échecs, c'est des gens, ce sont des personnes très intelligentes. Alors du coup, on fait un petit raccourci en se disant, waouh, si elles sont capables de battre les meilleurs champions qui sont intelligents, elles sont plus intelligentes que nous en tout. Pas du tout. La machine AlphaGo qui a battu Lee Sedol au jeu de Go, je peux vous dire, en dehors de son domaine de spécialité, elle ne sait rien faire. En tout cas, elle est complètement paumée. Cependant, dans les premières versions de ces machines, elles apprenaient avec des parties de jeu de Go des humains. La dernière, qui s'appelle AlphaZero, c'est la même entreprise, s'appelle DeepMind, qui a été rachetée par Google depuis. Elle est capable, en effet, d'apprendre à jouer au jeu de Go en 24 heures qu'en apprenant les règles. Mais comme c'est DeepMind, vous savez ce qu'ils font maintenant? En médecine, on a parlé de la médecine, en regardant votre œil, en quelques secondes, la machine peut détecter 50 types de maladies, voire génétiques. Voilà des apports. Donc voilà l'enjeu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Par contre, sur l'ingénierie inverse, il est très clair que ce qui est apparu il y a longtemps dans notre évolution à nous les humains, comme par exemple marcher, notre bipédite absolument incroyable, ce sera d'autant plus difficile pour les machines. Donc, elles peuvent nous battre au jeu de Go, mais le temps de nous battre dans une partie de foot, c'est pas demain la veille. Et c'est pour ça qu'il faut voir ces deux évolutions pour bien comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup Pascal Pic, et je rappelle que vous expliquez aussi dans ce livre bien que le danger, c'est de tomber dans une certaine paresse, le syndrome de la planète des singes, puisque forcément beaucoup d'applications font le travail aujourd'hui à notre place. L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Merci Pascal Pic. On reviendra sur l'intelligence artificielle dans l'émission Objectif Monde, magazine francophone d'investigation, présenté par Dominique Larèche. C'est dès mercredi à partir de 21 h, heure de Paris, Bruxelles et Berne.